Nous sommes toujours là, les DSI et les métiers sont toujours là, ainsi que l'informatique. Cependant, depuis 1978 et le fameux rapport Noramin que vous connaissez, il se passe aujourd'hui quelque chose d'essentiel qui est fort différent par rapport à cette donne d'il y a plusieurs décennies. C'est que les algorithmes et les données sont au cœur de cette grande transformation au plan mondial et que nous sommes en face d'une nouvelle civilisation où la gouvernance s'effectue par les algorithmes et par les données. Regardez par exemple les capteurs dans nos villes. Vous avez des capteurs de toutes sortes. La médecine connectée, l'expérience client, le parcours du client chiffré. Dans vos domiciles, l'introduction progressive des assistants vocaux. De plus en plus, le GPS remplace la carte Michelin. De plus en plus, la voiture. L'ensemble de nos gestes, l'ensemble de nos actions sont mis en chiffres. Et par conséquent, il y a aujourd'hui un phénomène mondial qui doit nous interpeller, qui est cette problématique d'une autre gouvernance prise en main par les géants, les GAFAMI, dans le MI, je mets Microsoft, IBM, et également, vous l'aviez rappelé par votre question, les BATX, la Chine. Nous sommes donc devant une civilisation où l'intelligence artificielle semble occuper le centre, mais contrairement à ce que certains pourraient le laisser entendre, il ne s'agit pas d'une révolution technologique. Il s'agit d'une autre révolution que la Boétie avait d'ailleurs peut-être, était-il visionnaire, souligné dans son livre « Discours pour la servitude volontaire ». Nous sommes entrés dans l'ère des algorithmes devenant robots et une technodépendance qui pose la question de la place des humains par rapport à ces robots. Pour preuve, rappelez-vous, en 2017, une société hongkongaise, Hans Robotics, envoie à Lisbonne, au Web Summit, un robot ou une robote nommée Sophia qui tient une conférence. Voilà un exemple flagrant d'une transformation d'une autre nature qui nous pose devant de nouveaux enjeux, l'enjeu de cette technodépendance. Alors, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, dans le temps imparti, un développement en 3 temps. Tout d'abord, une mise en perspective sur les 2 dernières décennies. Deuxièmement, une présentation plutôt sous la forme d'un questionnement, plutôt qu'un certain nombre de certitudes. Et enfin, à travers le travail que j'ai effectué sur l'entreprise 4.0, les clés, les leviers clés sur lesquels il faudrait s'appuyer pour arriver à affronter ces nouveaux enjeux de cette nouvelle civilisation. Pour le premier point, le Web 1.0 a marqué, rappelez-vous, les sites statiques. Et également, à l'époque, à la fin des années 90, nous avons vu apparaître des applications puis des plateformes qui se nommaient Alibaba, Amazon, qui sont devenus des géants. Le Web 2.0 a vu l'émergence des forums, des wikis, des blogs, des réseaux sociaux, bref, du collaboratif. Le Web 3.0 a vu apparaître de plus en plus la maîtrise, l'ingénierie des connaissances à partir des données et par conséquent une volonté de maîtriser cette abondance de données afin de les transformer en connaissances et d'en tirer un certain bénéfice. Et enfin, le Web 4.0, avec l'usine 4.0, entreprise 4.0, qui est une expression qui traduit en fait ce qu'est une entreprise cognitive. Alors, la question que nous pourrions nous poser, c'est quel est l'avenir ? Comment se présentent les années à venir ? En faisant référence, ça apparaît en dessous du tableau, mais vous l'avez aussi dans votre support, en m'appuyant sur les travaux de Davenport et Ronanki, nous sommes aujourd'hui dans une étape sur 152 projets. Vous voyez, ils ont fait une étude fort intéressante qui est publiée dans Harvard Business Review.
nous sommes dans une phase d'automatisation des processus qui touche essentiellement les applications du back-office. En même temps, les applications du machine learning, du deep learning, abordent progressivement le deuxième type de développement qui est intitulé Insight Cognitive. Par exemple, comment prédire ce qu'un client va acheter, comment identifier en temps réel une fraude, etc., etc. À partir de 2020-2025, il me semble que nous entrerons dans une phase que nous pouvons appeler la phase de l'émergence de l'entreprise cognitive, l'entreprise 4.0 comme Web 4.0, où les algorithmes s'introduiront dans des carcasses nommées robots, lesquels robots seront nos compagnons. Se posera alors la question en matière de gouvernance, non seulement la gouvernance par les algorithmes, et comme l'a très bien souligné Malika il y a un instant, de cette installation de la confiance et de cette intelligence au cœur des interactions des 6 métiers, mais également des nouvelles formes de cohabitation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans une technodépendance dont nous devrons définir les limites avec les robots. À partir de là, voyons le troisième volet. Ce magasin sans caisse qui s'est ouvert et qui est le prélude de ce qu'on appelle l'entreprise cognitive connectée intelligente. Il y a d'un côté le virtuel, l'autre côté le physique. Les deux sont reliés intimement. Regardez, Industrie 4.0 et Smart Factory. Vous connaissez Watson d'IBM, la télémédecine, la bioéthique. Vous connaissez les différents types de téléorientation dans le domaine des transports et les solutions pour le transport multimodal. Vous connaissez également le développement dans le domaine militaire des drones, la cybersécurité, les robots soldats, etc., etc. Dans le domaine de l'éducation, évidemment, le développement des MOOC. Mais ceci dit, il y a aussi des freins et des limites à assurer. Alors, je me tourne vers les fondateurs de ce club et je me dis, même si ces développements se généralisent, même si les robots se généralisent, même si l'ubérisation se généralise, dans 10 ans, je suis certain que le club européen de la gouvernance des systèmes d'information ne pourra pas être ubérisé. Alors, pour le second point, après cette petite note d'humour, c'est à partir de là, dès lors que les données, les algorithmes sont les pivots de la création de valeur, se pose la question de l'information et de la maîtrise des connaissances, donc de l'ingénierie des connaissances. Mais comment l'aborder ? Depuis ce matin, nous évoquons, et Bernard l'a également souligné il y a un instant, cette étrange dichotomie entre ce qui relève des objectifs clairs, donc les systèmes existants que l'on tente d'améliorer, que je mets sous l'égide de l'exploitation, et avec comme question clé le pourquoi. Lorsqu'on pose la question du pourquoi, on est dans la définition des objectifs et de la stratégie. Et à côté, et en même temps, il y a des activités qui sont du ressort de l'exploration, aussi bien par le machine learning que par d'autres procédés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des investissements qui s'effectuent en faisant appel à des outils de management et de justification des investissements assez traditionnels, et comme le souligne Jean-Louis Lemoine dans l'entretien que j'ai eu avec lui, vers lequel je vous invite à vous rendre, il est parfaitement, tout à fait intéressant ce qu'il dit, il y a la gamme des possibles, c'est-à-dire un engagement qui ne s'effectue pas selon les schémas directeurs et les plans stratégiques habituels. Ce sont des engagements sur des paris. On fait des paris, donc on prend des risques. Et par conséquent, amener une entreprise dont les produits sont des vaches à lait, et comme le disait Claude pendant la pause, comment faire pour faire changer le regard des dirigeants qui vous disent « mais écoutez, tout va bien pour l'instant, pourquoi prendre des risques alors que finalement nos affaires se portent bien ?» C'est là en fait la question
de la création de valeur de demain, c'est-à-dire que comment une entreprise va non seulement améliorer l'efficacité opérationnelle, mais comment cette entreprise va devenir une organisation apprenante. Et pour devenir une organisation apprenante, il faut non seulement ce que Malika vient de souligner il y a un instant, c'est-à-dire une dynamique interne, une coopération, une rencontre, des alliances, mais également une manière d'aborder autrement la relation entre l'offre et la demande dans un système de plus en plus ouvert, autour de plateformes bien entendu, mais ce n'est pas seulement la technique qui changera la chose. Les plateformes nous entraînent vers, c'est Jean-Christian Fauvet, qui était l'ancien vice-président de Bossard Consultant, qui m'avait beaucoup engagé sur cette voie. Il y a une sociodynamique à prendre en considération, interne et externe, permettant de nous poser la question, non pas du encore plus technique, mais du quels sont les ressorts de l'engagement des uns et des autres autour d'une plateforme qui est un outil parmi d'autres, et comment faire pour que cette offre s'adapte au mieux par rapport au comportement des foules, puisque dans cette nouvelle civilisation, l'un des éléments clés, c'est que les manettes ne sont plus entre les mains des DSI et des métiers, mais des foules. Et prenez juste un exemple pour que nous nous comprenions. Lorsque les foules lancent un like sur un réseau social, comment pourrions-nous faire pour modifier quasi instantanément par rapport aux projets, aux priorités en cours, les applications qui sont là pour nous adapter à ce like et pour nous adapter aux souhaits des foules. C'est en cela que les nouveaux arrivants ont un temps d'avance sur les structures existantes. Netflix a relié ce qui était séparé, c'est-à-dire a relié les attentes implicites et les frustrations des foules en mettant en place son offre par rapport à la télévision. Uber a relié dans mode de pair à pair autour d'une plateforme des clients et des chauffeurs en court-circuitant les processus habituels de transport en ville. Airbnb a permis, en mode pair à pair, de relier les uns et les autres. Donc, en bref, pour résumer, ce nouveau terrain où la technologie autour de plateformes se développe, la question de base n'est pas uniquement la maturité technologique, mais l'engagement des uns et des autres pour nous adapter en temps réel par rapport aux besoins évolutifs et imprévisibles des foules. C'est là où la complexité augmente. Elle est d'autant plus problématique que, dans le même temps, lorsque le GIEC présente son rapport assez alarmant sur le réchauffement de la planète, alors que pendant le même temps, des malwares, des attaques souterraines, jusqu'aux États même, et également les entreprises, tentent de déstabiliser l'économie occidentale, alors que pendant le même temps, les PME et les PMI, les structures encore fragiles au plan de la cybersécurité, sont les cibles d'organisations mafieuses, se pose la question du bien commun sur un fond de tension sociale, d'asymétrie des comportements, par exemple en Europe, et également de politiques variées. Lorsque Jean Tirole parle du bien commun, il sous-entend bien sûr le défi climatique, l'avenir du travail, ces tensions sociales, et évidemment, comme il a été rappelé ce matin, les plateformes, mais qui ne sont qu'un des éléments de ce bien commun, c'est-à-dire de cette information et de cette connaissance qui devrait nous servir pour redéfinir ce que nous entendons par valeur. Que signifie créer de la valeur? Que signifie créer de la richesse en 2020, en 2025, en 2030? Voilà l'enjeu de civilisation. Serons-nous à ce point techno-algorithmés et dépendants pour oublier
ce que nous réserve l'avenir et pour nous empêcher de nous relier, pour empêcher de relier ce qui est encore séparé dans nos esprits, pour construire un monde meilleur tel que nous le souhaitons. Bien entendu, je suis passé très vite sur la cybersécurité. Je vous renvoie, si vous en avez envie, à la fois vers l'entretien remarquable de Daniel Guigné, qui est un acteur très important, un spécialiste du domaine de la sécurité, également qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la défense. Donc c'est vraiment un entretien très riche en contenu. Compte tenu du temps imparti, je vais aller assez vite. La mutation du travail, ça c'est mon terrain de prédilection depuis une vingtaine d'années. Je m'intéresse beaucoup à ce sujet car, comme disait Camus, bien nommer les choses, c'est éviter du malheur au monde. Travailler aujourd'hui n'a pas la même signification qu'hier. Si l'emploi d'hier se meurt, le travail de demain mérite d'être redéfini. Aussi bien sur le plan du contrat, de la rémunération, de la promotion, des relations avec une entreprise, que le travail d'une manière générale. Existe-t-il, par exemple, des travaux? Je prends un exemple. Imaginez un tel qui a une voiture, le matin, conduit sa fille ou son garçon à l'école, gratuitement, heureusement, et puis reprend cette voiture et devient chauffeur Uber entre 9h et midi. L'après-midi, avec la même voiture, il a un contrat avec une entreprise à mi-temps pour livrer des marchandises et les salariés. Et en fin de journée, avec la même voiture, il va dans une association dont il est le président pour effectuer un certain nombre d'activités bénévoles. Et puis, de temps en temps, pour se détendre, avec sa compagne, il va un week-end à quelques kilomètres de là et passe un excellent moment. Qu'est-ce que le travail? Où s'arrête le travail et où commence le travail? Donc, ce sont des réflexions qui sont extrêmement importantes à mener, non pas uniquement pour dire « oui, il y aura plus de robots ouvriers, plus de robots réceptionnistes, plus de robots camionneurs, etc. » Non. La question de fond qui se pose aujourd'hui à nous, c'est face à cette robot-humanité, comme dit Bensoussan, qui est en train de se développer, face au développement de la voiture autonome, face au développement de tous ces automatismes, quelle est la part du travail qui demain sera valorisante au même titre que dans le passé, nous avons vu des activités disparaître et d'autres réapparaître, ne serait-ce qu'avec l'émergence du traitement de texte, pour prendre un exemple très simple. J'aurais envie de m'arrêter et de vous dire, qu'en pensez-vous? Parce que c'est tellement passionnant que c'est un sujet qui ne peut qu'inviter au débat. Alors, pour terminer, se pose la question de l'orchestration. Il y a dans ce club un manifeste. J'y fais référence parce qu'il date de 2009 et c'est la preuve d'une volonté d'orchestrer cette transformation. Nous sommes tous concernés par le cap, concernés par le sens, concernés par l'orientation, concernés par les dispositifs. Mais le mot important que je souligne, qui est relié à gouvernance, n'est plus le mot contrôle uniquement. Certes, il y aura toujours des normes de certification, des règles à respecter. Bien entendu, ils ont leurs avantages et leurs limites. Mais ce qui est important, mesdames et messieurs, c'est de comprendre de quelle manière la régulation de cette transition vers une nouvelle civilisation, vers l'entreprise 4.0, vers l'entreprise cognitive, s'effectuera dans les meilleures conditions. Je vous remercie.